Bonjour à tous, aujourd'hui on va donc discuter et je vais vous montrer une technique d'idéation et de résolution de problèmes qu'on appelle le brainstorming et qui sera, vous verrez, hein, un outil qui sera tout à fait adapté à l'utilisation d'intelligence collective à distance. Donc aujourd'hui, on va principalement faire une présentation vidéo suivie d'un atelier sur un outil numérique. C'est pourquoi sur la présentation que l'expérience sera la meilleure si vous utilisez un ordinateur. Sur un device mobile, que ce soit, smartphone ou tablette, ce sera un peu moins pratique pour faire l'atelier qui suit. Vos micros sont coupés, c'est pour pouvoir, n'entendre que moi et ne pas, perturber le son des autres. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Je prendrai le temps de les lire et d'y répondre lorsqu'on fera des pauses pour ça. Et donc, si vous avez eu peur d'oublier votre question, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. J'y répondrai et si j'ai pas spécialement vu, de toute façon, il y aura quelqu'un qui me fera signe pour me dire d'y répondre. Pour me présenter, je m'appelle Brice Hugon, je suis coach agile et formateur chez SOAT et vous avez le lien vers mon LinkedIn si vous voulez me suivre également. Le thème aujourd'hui, le brainstorming. Le sommaire d'aujourd'hui, ça sera déjà, pourquoi? Pourquoi finalement faire du brainstorming à la place du brainstorming? Ensuite, comment ça fonctionne? Comment cet outil peut être utilisé? L'idée étant de trouver des solutions à des problèmes ou de créer quelque chose de nouveau avec une démarche d'idéation. Il se peut qu'on ait plusieurs solutions possibles et on va se poser la question du coup, mais comment je choisis si j'ai plusieurs options qui se proposent à moi? Ensuite, petit focus sur l'idéation. Vous verrez, c'est une façon un peu différente d'utiliser le même outil. Un petit résumé et ensuite ce sera à vous d'essayer sur un outil. Je vous mettrai le lien pour pouvoir le rejoindre. Alors pourquoi le brainstorming? En 2014, Tony McCaffrey, qui est un professeur en psychologie cognitive, a publié sur la célèbre Harvard Business Review le résultat d'une étude qu'il a fait sur le brainstorming. Donc le résultat, hein, je vais pas vous, c'est comme toute étude, c'est assez long. Le résultat à prendre en compte, c'est principalement le brainstorming, ça ne fonctionne pas. Toutes les promesses données par le brainstorming sont en fait fausses et dans les faits, les problématiques qu'on rencontre, c'est que des gens dominent les débats lorsqu'on fait un brainstorming, forcément, hein, en fonction de la position hiérarchique, en fonction également des gens, du caractère des gens qui sont plutôt extravertis, introvertis, qui sont plutôt à l'aise à l'oral, pas à l'aise à l'oral. Ça fait que ça va empêcher la réflexion de tout le monde au même niveau. On va dire qu'il y a des gens, leurs idées seront plus prises en compte que d'autres, principalement à cause de leur position hiérarchique ou leur personnalité. Ce qui peut se passer quand on fait un brainstorming, et donc on est tous connectés au même endroit, si on le fait en distance, ou tous présents dans la même pièce, c'est qu'il n'y a pas tout le monde. Si on a beaucoup de gens à inviter, ça peut être difficile d'arriver à trouver un créneau où on aura suffisamment de temps pour résoudre un problème et en plus avoir tout le monde. Donc ça peut être aussi une des grosses difficultés du brainstorming. Ça peut être également très long. Le brainstorming, on va souvent tourner en rond, redire les mêmes choses et parfois il peut y avoir des débats qui ne mènent à rien et qui vont faire que la durée du brainstorming va s'étaler et on va forcément perdre notre attention. Problème qu'on va avoir également, lorsqu'on fait un brainstorming, on n'a pas forcément toutes les réponses à toutes les questions qu'on va se poser lors du brainstorming. Et ça peut être un problème parce que soit on va décaler le brainstorming, on va reprendre un nouveau créneau plus tard pour en refaire en ayant les bonnes réponses, soit on va partir sur des hypothèses qui pourront être fausses plus tard. Donc ça peut être un problème qu'on a aussi. Chose qui peut arriver également, et ça c'est un biais psychologique qui est inhérent à l'humain, on peut rien y faire. La première solution ou pseudo-solution qui va émerger du brainstorming va forcément induire les discussions qui vont suivre derrière. Ça va induire un biais psychologique qui fait qu'on va principalement se diriger vers ça. On va pas aller explorer d'autres pistes finalement. Donc fort de ce constat, Tony McCaffrey, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Quels sont les points forts du brainstorming qu'on va essayer de garder et les points faibles sur lesquels on va essayer de trouver autre chose?
Du coup, il a créé un autre atelier qui s'appelle le brainstorming. Swarm, en anglais, c'est l'essaim, hein, donc c'est vraiment l'idée d'être tous autour d'un problème en même temps et de travailler en même temps sur ce problème. Donc pour ceux qui parlent anglais couramment, vous avez le lien vers la vidéo en dessous, hein, vers le HBR. La vidéo dure, un tout petit peu moins d'1 heure. C'est principalement sur le résultat de son étude et quelques exemples, que je vous présenterai un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi du brainstorming. C'est parce que le brainstorming ne fonctionne pas et on va essayer de trouver une autre façon de faire qui va être plus efficace. On va commencer par un exemple du coup. L'exemple, c'est imaginez, je suis une société de transport électrique au Canada. Plusieurs problématiques, hein. Le Canada, c'est très grand et les hivers sont rudes. La neige tombe sur les lignes électriques et avec le poids, les fait casser. Donc ça, c'est le problème à résoudre. Le problème à résoudre, c'est bah, du coup, comment on peut pour prévenir ou enlever cette glace qui se forme sur les lignes électriques. Donc c'est là qu'on va commencer notre brainstorming. En haut du graphe, on va se poser des questions, des sous-objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire enlever la glace des lignes électriques? Est-ce que ça veut dire les secouer? Est-ce que ça veut dire faire en sorte que la glace ne se forme pas? Est-ce que ça veut dire faire fondre la glace? Alors, on peut se poser plusieurs questions stratégiques sur comment on peut enlever cette neige. À l'inverse, en bas du graphe, on va se poser la question, quelles sont les ressources qu'on a à disposition? Donc, je suis une société de transport électrique, j'ai forcément des câbles, des poteaux, j'ai un hélicoptère, hein, parce que sur les grandes distances comme ça, pour poser les lignes électriques, ils le font souvent avec des hélicoptères, mais je vais avoir aussi du dégivrant, du feu, des échelles, un pistolet sonique, des ventilateurs. Bref, on a plein de ressources qui sont à disposition. À partir de là, on va se poser la question, en partant d'en bas, comment je peux utiliser ces différentes ressources? Et en partant d'en haut, qu'est-ce que ça peut vouloir dire secouer une ligne? Et là, donc là, je vous donne le résultat final, hein, mais l'idée, c'est quand même qu'il s'est passé pas mal de temps à réfléchir sur les solutions. Secouer une ligne, par exemple, ça veut dire par contact physique, mais ça peut vouloir dire aussi par un son puissant, par un vent puissant. Prévenir la glace, bah, ça va souvent dire, bah, on va appliquer un produit, un traitement chimique sur la ligne. Et réchauffer la ligne, ça peut être en chauffant sous la ligne, hein, donc en laissant de réchauffer l'atmosphère autour de la ligne, ou en appliquant une chaleur directement sur la ligne électrique. Et donc ça tombe bien, puisqu'une société de transport électrique a du câble en rab, et ils vont pouvoir faire ça. Et donc vous voyez que finalement, en déclinant les stratégies et en construisant depuis le bas comment on peut utiliser différentes ressources, on va arriver à connecter le graphe. Et lorsqu'on connecte le graphe, on a une solution possible. Donc là, vous voyez qu'on en a à peu près 4 ou 5. Maintenant, il faut choisir. Comment ça fonctionne la théorie derrière? La théorie derrière, c'est qu'on va poser l'objectif qu'on veut résoudre tout en haut du graphe. On va poser tout en bas du graphe les ressources qu'on a à disposition. On peut même imaginer mettre les ressources qu'il nous faudrait utiliser ou acheter si on ne les a pas. Et ensuite, on va construire le graphe en même temps du bas vers le haut et du haut vers le bas. Pour aller du haut vers le bas, on va décliner en sous-objectifs, on va parler stratégie. Stratégiquement, comment on peut faire? Donc là, on va se poser la question quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On va utiliser des verbes. Hein, si vous vous souvenez sur l'exemple d'avant, il y avait réchauffer, souffler, il y avait également secouer. Donc on est dans le verbe. La stratégie, comment on va faire? Ça, on se le posera en bas. Comment on peut faire pour faire ces sous-objectifs? Comment on va résoudre ces sous-objectifs? Pour ça, on va commencer par utiliser, premièrement, à l'aspect pratique, ces ressources, quels sont ces différents cas d'usage, quelles sont les différentes caractéristiques de chacune de ces ressources. On va utiliser des noms et on va se poser la question comment je peux faire? Ça, l'avantage de cette façon de faire, c'est que lorsque on va faire
la déclinaison des ressources. Alors, on peut le faire en ligne ou on peut le faire en physique. Quand on fait physiquement cet atelier, on va utiliser des post-it. On va écrire sur un post-it chacune des caractéristiques des ressources. Pendant que j'écris sur mon post-it, personne ne me parle et je ne parle à personne. Et si on est 10, 15, 20 dans la pièce, on va pouvoir chacun réfléchir sur nos post-it tout seul, sans être influencé par les autres. Et une fois que j'écris mes post-it, je les pose sur le tableau et je vois ce que les autres ont mis. Et là, ça va faire nourrir la réflexion. J'ai failli dire la discussion, mais justement, le but est de ne pas parler. Donc, c'est pas la discussion, c'est la réflexion en voyant ce que les autres ont fait et en rebondissant dessus. Si quelqu'un a mis un sous-objectif et que moi, ça me parle, je vais pouvoir écrire encore sur un petit post-it comment on peut répondre à ce sous-objectif et je vais aller poser au tableau ou sur l'outil numérique, comme vous allez faire tout à l'heure, le sous-objectif décliné. Donc ça, le gros avantage, c'est que, personne ne parle, donc on peut être 10, 20, 30, 50, au final, on a pas mal à la tête et on n'est pas en train de se couper la parole. Pendant que j'écris mon post-it, je ne suis pas en train d'interrompre les autres ou de leur induire d'arrêter de réfléchir parce que je suis en train de leur parler, ce qui se passe avec le brainstorming par exemple. Et on va également utiliser autre chose que les humains ont de différent, c'est qu'on ne pense pas tous pareil. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans tout ce qui est stratégie, le quoi faire. Et il y a d'autres personnes qui sont plus côté pratique, dans la réflexion. Et eux, on va pouvoir les utiliser pour réfléchir du bas vers le haut. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas switcher de l'un à l'autre quand on pense avoir une idée. Donc ça, c'est la théorie. D'ailleurs, comment ça fonctionne? Alors, tout à l'heure, vous allez le faire. Et lorsqu'on arrive à un moment donné à connecter le graphe, on a donc plusieurs solutions qui peuvent être les bonnes. On va utiliser différentes techniques. Une technique très utilisée si vous faites des rétrospectives agiles, par exemple, c'est le dot voting. Je donne un certain nombre de points à chacun des participants et il les répartit comme il le souhaite sur les solutions possibles. Et la solution qui a le plus de points sera prioritaire sur la mise en place ou l'étude. On peut également imaginer qu'on va faire des groupes de travail qui vont creuser chacune des solutions. Puisque c'est pas parce qu'on a écrit la solution que ça peut se faire tout de suite. On va peut-être avoir des études de marché à faire, des études d'impact, des études de faisabilité. Et donc tout ça, on va pouvoir créer des groupes de travail spécifiques qui vont travailler sur une des solutions. On peut arriver également, si c'est sur des choses beaucoup plus simples, sur le consentement systémique. Donc le consentement systémique, c'est une prise de décision où on va pas essayer d'obtenir le consentement de tout le monde en disant ça, c'est ce que je préfère. On va prendre la solution qui déplaît au moins de gens. Donc ça, c'est une façon, un exemple très simple, si vous avez décidé d'aller au restaurant et que 4 personnes sur 5 disent je veux aller au japonais, c'est pas pour autant que la cinquième n'est pas absolument contre le japonais. Et du coup, vous avez au moins une des personnes qui est pas du tout satisfaite de la décision prise par le groupe. Peut-être que tout le monde était OK avec plutôt la pizzeria. C'était pas le restaurant préféré de qui que ce soit, mais c'était celui qui avait le moins de chances de déplaire à quelqu'un. Donc ça, c'est le consentement systémique. On va essayer de trouver la solution qui déplaît le moins. On peut également, si on est sur des choses beaucoup plus simples, discuter tout simplement avec le groupe pour se dire si oui ou non c'est faisable. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, vous imaginez bien que faire du feu sous les lignes électriques pour faire fondre la glace, c'est pas une option qui a nécessité beaucoup de travail pour dire ça c'est pas faisable. On imagine bien qu'ils vont pas faire un feu tous les mètres sur les milliers de kilomètres de câbles électriques qu'ils ont. Donc ils n'avaient pas besoin de faire un groupe de travail pour ça, ils en ont discuté, ils ont dit ok ça, on le met de côté tout de suite, c'est pas viable comme solution. Mais après tout, vous pouvez choisir n'importe quelle technique de prise de solution à partir du moment où vous vous posez la question en groupe et où vous le faites de manière scientifique et réfléchie. L'idée, c'est pas de faire au doigt mouillé, c'est plutôt de se poser la question, mais qu'est-ce qui va vraiment marcher? Quand on veut faire l'idéation, et donc je vais commencer comme tout à l'heure par un exemple, sur un thème totalement pris au hasard, si on veut garder le contact avec ses proches pendant une crise sanitaire. Donc ça, c'est, donc quand je suis en idéation, je ne vais pas réfléchir stratégie et ressources en même temps,
puisque la ressource, finalement, c'est ce que je veux créer, c'est le nouveau produit, le nouveau service que je veux créer pour vendre ensuite ou mettre sur le marché de manière libre, si vous êtes une société libre. Donc on va discuter différemment. On se pose la question, du coup, comment garder le contact avec ses proches pendant une crise sanitaire, et on va décliner la stratégie. Donc moi, j'ai imaginé 2 stratégies différentes, se voir et se parler, ou alors se parler uniquement. Et là, on s'arrête. Et là, on va étudier. On se pose la question, qu'est-ce qui est le plus attendu par le marché aujourd'hui? Quels sont les outils qu'on a en concurrence sur ce genre de problématique? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Comment nous, on peut se placer? Qu'est-ce qu'on sait faire? Et à partir de là, on décide. OK, aujourd'hui, pour garder le contact, il faut se voir et se parler, donc on va plutôt partir vers ce type de réflexion. Et on passe à la ligne d'après, se voir et se parler avec du matériel et des outils, sans matériel, sans outils, juste à l'écrit, juste à l'oral. Est-ce qu'on peut faire les 2 en même temps? Et donc là, exactement comme tout à l'heure, on va étudier le marché, on va étudier les possibilités, on va étudier ce qu'on sait faire et on va se poser la question: qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Et on décide, par exemple, de partir sur quelque chose sans outils, sans matériel et à l'oral. Donc pas de chat. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à mon outil miracle. Donc vous imaginez bien que je ne l'ai pas créé, sinon je ne vous aurais pas proposé. Mais donc voilà, l'idée de ce niveau-là, en idéation, c'est de faire la même chose, mais de partir du haut pour aller vers le bas, et à chaque niveau, décider en étudiant qu'est-ce qu'on fait, et continuer ensuite l'idéation. Quels sont les points faibles du brainstorming principalement? Donc là, on est sur un petit résumé. C'est consommateur de temps, les extravertis ou les influents ont beaucoup de temps de parole, les bonnes personnes ne sont pas toujours présentes, on n'a pas toujours les réponses à toutes les questions en séance, ce qui fait qu'on doit la reporter ou prendre des hypothèses, et le travail étant réalisé en séquentiel. On n'est pas en réflexion parallèle, puisque lorsque une personne parle, les autres écoutent et ne réfléchissent pas forcément autant que s'ils étaient en train de simplement réfléchir. Les points forts du brainstorming. Qu'est-ce qui marche bien? Déjà, c'est que c'est silencieux. Personne ne domine. Même si vous écrivez vite sur des post-it ou sur votre clavier, vous n'allez pas écraser par vos idées les autres. Deuxième avantage, l'historique de tout ce qu'on a fait, il est visuel et on n'a pas besoin de prendre de notes. Le graphique, c'est le compte-rendu de la réflexion. Le graphe, on n'a pas besoin d'avoir un scribe à côté qui va prendre des notes. Le graphe, on peut l'exporter et dire voilà, ça c'est le résultat de notre réflexion. On n'a pas besoin d'être tous là sur place ou en même temps. J'ai déjà fait cet atelier-là chez des gens où on affichait ça dans les couloirs. Et au fur et à mesure de la semaine, les gens passant dans les couloirs, on a mis à disposition des feutres et des post-it et ils rajoutaient des idées. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être tous là. Autre avantage, travail parallèle réellement. On est tous en train de réfléchir tout seul dans notre coin avec les informations que les autres ont pu mettre. Dernière chose que je vous ai pas mis là, mais qui peut être très puissant si on utilise la version numérique, c'est un outil de graphe. Or, aujourd'hui, en informatique, on sait très bien traiter les graphes, on sait très bien faire de l'analyse sémantique, et on peut très bien imaginer que lorsque vous faites votre graphe de réflexion, l'outil va chercher dans tous les brainstorming qui ont été faits avant des graphes qui sont similaires, ou en tout cas qui ont des idées similaires, et vous les proposez. Je peux vous donner un exemple que donne Tony McCaffrey sur son outil, c'est qu'il avait un client, c'était une société qui fabriquait des skis en bois. Donc le problématique qu'ils avaient, c'était que les skis en bois à haute vitesse, les vibrations rentraient en résonance et faisaient casser le bois des skis. Donc ils ont commencé à faire un brainstorming sur l'outil et automatiquement l'outil leur a sorti toute la fin du graphe et il avait sorti en le prenant sur un brainstorming qui a été fait par une autre société qui était une société de luthiers. Donc des gens qui fabriquaient des violons en bois. Vibration, bois, même problématique. Et donc la solution qu'ils ont trouvée, au final, qui n'était pas donc la société de ski, qui n'est pas la solution que eux-mêmes ont trouvée, c'était une solution trouvée par une société qui faisait autre chose, mais qui avait le même type de problématique. Et donc là, c'est le gros avantage de l'outil numérique, c'est qu'il peut vous aider à aller piocher les idées ailleurs pour vous aider à résoudre votre problème. Du coup, maintenant, ça va être à vous de jouer. Alors, je vous mets ici le lien vers draft.io. Vous avez également un QR code.
si sur device mobile. Donc là, je vous invite tous à aller sur draft.io, ça va vous permettre de voir le graphique et je vais moi-même m'y mettre. Et le lien est collé dans le chat pour vous aider à y aller plus facilement. Exactement. Et je viens de voir que j'ai pas mis mon nom. Hop. Donc normalement, vous avez mon écran qui est partagé, je valide. Hop, je bloque pour l'instant, le temps que tout le monde rejoigne, je bloque l'écran à un seul endroit. Est-ce que j'ai mis... Oui, super. Le temps que vous me rejoignez, je vais m'adresser du coup aux gens qui vont nous regarder peut-être sur une vidéo partagée sur une plateforme de partage vidéo. Sachez que vous pouvez, vous aussi qui nous regardez peut-être demain, après-demain, dans une semaine ou dans 2 semaines, vous allez pouvoir aller sur draft.io et voir la réflexion qu'on a eue en séance, mais également participer. Ce lien restera ouvert et éditable. Vous aurez donc tout le loisir, même si vous regardez dans un mois cette vidéo, de pouvoir tester vous-même le brainstorming sur l'atelier que j'ai mis à disposition. Donc ça, c'est le temps que vous vous connectez, c'est pour parler peut-être aux gens qui nous verront plus tard. Donc en plus de regarder la vidéo, vous aurez aussi possibilité de faire l'atelier. La seule chose que vous n'aurez pas le loisir de faire en regardant en différé, c'est de pouvoir poser des questions en direct. Donc tout le monde se connecte, je vois que j'ai 15 personnes déjà de connectées, c'est très bien. Avant de commencer, pour vous familiariser un peu avec l'outil, je vais vous donner les trucs et astuces de comment ça fonctionne l'outil. Ensuite, je vais vous montrer un exemple de brainstorming que j'ai déjà fait sur cet outil pour vous montrer un peu la tête que ça aura et comment on peut utiliser tout ça. Alors, les astuces. Déjà, premièrement, si vous voulez écrire plusieurs lignes, c'est très simple. Si vous faites Entrée, vous allez voir que ça va vous créer une nouvelle vignette. Donc, pour éviter ça, il faut faire CTRL Entrée. Si vous voulez sélectionner plusieurs choses, vous avez écrit un petit groupe de texte et vous voulez le déplacer, c'est très simple. Vous faites CTRL, sélectionner et vous déplacez tout ça. Pour zoomer, CTRL molette, mais également en bas à droite, vous avez une miniature représentant tout l'espace de travail. Si vous cliquez quelque part sur cet espace de travail, ça va vous amener directement à l'endroit que vous avez cliqué. Pour créer une boîte de texte, c'est très simple, vous prenez votre souris, vous double-cliquez quelque part et vous écrivez votre texte, tout simplement. Si vous voulez écrire un deuxième texte, vous redouble-cliquez, vous écrivez le deuxième texte. Et voilà. Maintenant, on parle d'un graphe connecté, donc il va falloir connecter ces deux boîtes de dialogue. Pour ça, vous cliquez sur ligne et ensuite vous rejoignez les deux petits points que vous avez ici qui s'affichent en surbrillance. Et à partir de là, vous voyez que le lien va suivre. OK? Alors, on va poursuivre maintenant par un exemple. Ah, hop. Je suis sur l'exemple. Donc normalement, vous voyez tous la même chose que moi. J'ai mis la synchronisation. Problème à résoudre, j'ai un camion qui s'est bloqué sous un pont. Donc le problème, c'est qu'il va falloir le sortir de là, ce camion, hein. Vous avez une petite image à côté, le camion il est bloqué, et on va, comme tout à l'heure, se poser la question stratégiquement, libérer le camion, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire le faire glisser, l'abaisser, abaisser la route, pourquoi pas, ou relever le pont? Vous voyez, assez rapidement, je n'ai pas poursuivi la réflexion sur abaisser la route ou relever le pont, parce que tout simplement, bah, ça me paraît pas viable comme solution. En même temps, je me suis posé la question, du coup, qu'est-ce que j'ai à disposition? Bah, vu que j'ai un camion coincé sous un pont, j'ai le camion, j'ai la route et j'ai le pont. Là, je vais décliner du coup, qu'est-ce qu'une route? Une route, c'est une surface, c'est un bas-côté. Qu'est-ce qu'un pont? C'est un mur, un tablier, un pilier, ou plusieurs piliers. Un camion, c'est principalement une cabine, un train roulant et une remorque. Et la cabine, ça peut être de l'huile, toit, moteur, train roulant, il y a des suspensions et des roues. Bref, on va décliner tout ça.
vous voyez qu'à un moment donné, j'ai trouvé 3 solutions qui sont solutions 1, 2 et 3 et c'est à partir de là, on va pouvoir se poser la question, bah, laquelle est la meilleure? Donc ça, c'est ce que vous allez devoir faire sur les 3 exemples. Maintenant, le temps que vous puissiez tester 2 secondes l'outil, je vais pouvoir regarder les questions et répondre, à quelques questions si vous avez. Hem, alors, Effectivement, quelques questions. nous avons une question sur la durée optimale du brainstorming ainsi que sur le nombre de participants idéal. Alors, attends, je commence par le haut si ça te dérange pas Maxime. Je vois qu'il y a une question de Chris Garçonnet. Alors effectivement, et si le problème à résoudre était reformulé en comment éviter de la glace sur les lignes? Le problème, c'est que, comment éviter de la glace sur les lignes, c'est que tu as déjà considéré que tu vas essayer d'agir avant que la glace se forme. Or, le problème qu'ils ont eux, c'est que la glace est déjà formée. Donc tu as déjà, limité en fait les réflexions possibles. Au plus tu vas essayer de partir sur une problématique large, au plus tu vas t'ouvrir les horizons. Le but de cet atelier, hein, c'est de trouver des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et ça, c'est un truc très, très, difficile au début et vous allez probablement le faire, c'est vouloir trouver très rapidement une solution, vouloir connecter très rapidement le graphe. Or, si la solution était aussi simple, vous n'auriez pas besoin de faire un brainstorming ou un brainstorming. Si la solution est très simple, vous n'avez même pas besoin de faire un atelier comme ça d'idéation. Et donc ça, c'est la difficulté qu'on a, hein, c'est de vouloir trop vite trouver une réponse. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire sur l'atelier, hein, d'ailleurs, c'est que vous voyez la zone du milieu, hein, la zone qui est ici, donc dégonfler les pneus, compresser les suspensions. Ça, sur l'atelier, pendant les 10 premières minutes, je vais vous interdire de mettre quoi que ce soit dans cette zone-là. Le but, c'est de vous forcer à explorer les pistes de niveau stratégie en sous-objectif, mais également explorer les pistes des ressources, des usages des ressources et des caractéristiques. Il faut vraiment essayer de remplir la page, même si vous n'y voyez pas un intérêt tout de suite, c'est pas grave. Peut-être que ça servira à rien, mais peut-être que quelqu'un, en lisant ça, ça va lui déclencher une idée qui sera la bonne. Donc le but, c'est vraiment ça, hein, c'est d'essayer de partir dans tous les sens pour ensuite seulement trouver comment connecter le graphe. N'essayez pas de trouver une solution trop rapidement, ce sera probablement pas la bonne. Du coup, c'était quoi l'autre question, tu disais, Maxime? C'était par Donc oui, rapport on au peut temps faire du brainstorming optimal. avec les post-it. Ouais. Alors le temps optimal. Le temps optimal, minimum, j'ai envie de dire, le temps minimum optimal, c'est au moins une demi-heure, 1 heure. Si vous faites un brainstorming, si vous avez une problématique complexe à résoudre, si c'est très simple, encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et donc, il faut que vous ayez le temps d'écrire les post-it ou d'écrire sur l'outil numérique, mais également le temps de la réflexion, d'explorer les pistes. Le but, c'est d'explorer toutes les pistes qu'on peut explorer. C'est pas de trouver la solution la plus évidente qui sera probablement pas la bonne. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de temps. Après, sur le temps maximum, bah, j'ai envie de dire, tant que la solution n'est pas trouvée, bah, continuez. Donc, vous avez peut-être trouvé des solutions déjà, mais vous avez exploré la solution et trouvé que c'était finalement pas la bonne. Donc, continuez. Vous avez au moins des réponses à quelles sont les mauvaises pistes à ne pas explorer. Le nombre de personnes, je l'ai fait seul. J'ai déjà utilisé cet outil seul. Je l'ai déjà utilisé avec à l'Agile France, je l'avais fait, on était 40, 50 personnes. Ça marchait très bien aussi. Donc il n'y a pas vraiment de nombre maximum. En physique, le nombre maximum, c'est le nombre de gens que vous pourrez mettre dans la salle en même temps. En numérique, c'est ce que l'outil va vous permettre de mettre. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de nombre maximum de personnes. Alors, est-il possible d'avoir le support de la présentation? Ça, je crois que normalement, ce sera sur le blog de SOAT. Normalement, il devrait y avoir ça. Donc, je ne sais pas si Tout à fait. Maxime, tu peux confirmer, hein, c'est ça, hein? Exactement. Ok. Donc, du coup, je vais désynchroniser. Je vais vous présenter. Ah non, je vais continuer à synchroniser, excusez-moi. Donc, il nous reste une demi-heure sur lequel il y aura une grosse partie d'atelier et à la fin, questions-réponses encore.
Ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter rapidement les 3 sujets que je vous propose. Donc 2 sujets de résolution de problèmes. Le premier sujet, la problématique, c'est comment ne pas oublier la culture dans une transformation d'agilité à l'échelle. Pour ça, pour vous aiguiller un petit peu, j'ai commencé par initier la réflexion en disant que, par exemple, comment ne pas oublier la définition? Ça veut dire déjà la définir. Et à l'inverse, en bas, je vous ai mis, souvent dans une transformation agile, on va avoir des coachs agiles. Et ce coach agile, il va être spécialisé en coaching et en formation, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un début de réflexion. À vous de rechercher le reste. Deuxième résolution de problème, si un jour vous vous trouvez sur un bateau qui s'est fait percuter par un iceberg et qui coule, peut-être que vous trouverez une solution et que vous aurez de quoi sauver plein de gens. Mais là, on fait a posteriori, le Titanic est en train de couler. Comment faire pour sauver le plus de passagers possible? Sachant que forcément, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire sauver le plus de passagers possible? Et quelles sont les ressources qu'ils ont à disposition? Vu qu'ils sont rentrés dans un iceberg, on a déjà de la glace, et la glace, c'est froid et ça flotte. Donc ça, c'est juste un début de réflexion pour vous montrer à quoi ça doit ressembler et pour poursuivre. Donc là-dessus, vous aurez compris, tout ce qui se trouve entre usage et caractéristiques et sous-objectifs, vous n'avez pas le droit, dans les 10 premières minutes, de le faire. Le dernier sujet que je vous propose, c'est un sujet d'idéation. Donc là, on est sur quelque chose. Tiens, quelqu'un qui a déplacé ça. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais le figer. Non, je ne veux pas se figer. Voilà. Sujet d'idéation. Donc là, l'objectif, c'est de créer un nouveau produit qui permettrait d'avoir des plages propres. Le début de la réflexion, donc j'ai mis en rouge lorsque je considère que c'est une piste à ne plus explorer, c'est de ne plus avoir de plage, puisque c'est pas résoudre le problème du tout. Avoir des plages propres, ça veut dire ne pas les salir, les rendre insalissables, faire de la prévention. Ça, ce sera à vous de l'imaginer. Et donc là, par rapport aux 2 autres sujets, vous avez le droit de continuer ligne par ligne, il n'y a pas de 10 minutes. L'idée, par contre, c'est d'arriver seulement à la fin du temps, peut-être, à trouver une ressource. Mais je ne veux pas une ressource toute seule ici. L'idée, c'est de partir de haut en bas pour se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire avoir des plages propres? Quelles stratégies on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc ça sera à vous de le définir. Donc je vous libère l'accès à l'outil. Vous avez maintenant tous accès à tout l'outil. Vous pouvez aller et venir sur n'importe lequel des 3 sujets que je vous ai proposés là. Vous avez le timer qui est lancé. Je vous invite à écrire en essayant de respecter la couleur que j'ai mis pour chacun des thèmes, mais bon, c'est pas trop grave si vous changez les couleurs. Essayez vraiment d'explorer le plus possible et les stratégies et les ressources possibles avant de vous poser la question, quelle solution on va envisager? Quelle solution on va envisager? On verra ça dans 10 minutes. Pour l'instant, explorer les pistes et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si vous avez la moindre question, je vous invite à m'écrire dans le chat et à rester répondre tout de suite. Si vous avez pour vous une note qui n'est pas bien posée, une note qui n'est pas assez explicite, posez la question dans le chat, j'y répondrai. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le seul qui a le droit de parler, c'est moi. Donc allez-y, vous avez la liberté maintenant d'écrire. Vous pouvez écrire autant de choses que vous voulez. Aucune idée n'est mauvaise. Aucune idée n'est inutile. Alors si vous voyez vos post-it se déplacer, c'est parfois que je vais repositionner les post-it en fonction de là où vous les avez collés pour qu'ils soient peut-être mieux disposés. Ah, une dernière chose, forcément, c'est un graphe connecté. Je veux donc aucune boîte dialogue qui n'est pas reliée à quelque chose. N'hésitez pas à les relier. Ok, je vois que tout le monde est parti sur l'idéation. N'hésitez
OK. Si certains d'entre vous peuvent écrire les ressources à disposition sur le Titanic pour aider les autres dans leur réflexion, ça peut être pratique. N'hésitez pas à mettre tout ce qui vous passe par la tête, hein. L'idée, encore une fois, ça n'est pas de trouver la bonne solution tout de suite, c'est d'explorer des pistes inexplorées jusque-là. Alors, sur, sur l'idéation, avoir des plages propres, pour l'instant, n'écrivez rien dans les ressources puisque la ressource, là, on n'est pas dans la résolution de problème. Le but, ça n'est pas d'explorer les pistes des ressources qu'on a. Le but, là, c'est de créer une ressource qui n'existe pas, qui sera le nouveau produit, hein. Donc, essayez de ne pas perdre de temps sur cette partie ressources, sur les plages propres. Là, on est sur l'idéation. Il devrait y avoir à la fin une seule, allez, 2 ou 3 ressources qui sont les 3 produits que vous imaginez créer pour le faire. Bien, je vois que vous avez plein d'idées sur quoi faire pour avoir des plages propres. N'hésitez pas à passer en dessous, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, interdire les déchets? Qu'est-ce que ça veut dire nettoyer en continu? Alors, je passe maintenant sur la culture agile, la culture en transformation, agilité à l'échelle, qui vous inspire moins a priori. Très bien, OK. Ah, c'est bien. Sur le Titanic, on est en train de trouver plein de choses pour les sauver. Maintenant, stratégiquement, il faut essayer d'avancer là-dessus aussi. Là, c'est bien. Je vois que vous avancez bien. Enfin, la solution. OK. Encore 1 minute 30 d'effort et après vous allez pouvoir commencer à vous poser la question: «Est-ce que je trouve une solution à cette problématique?» Est-ce une solution évidente? Est-ce que c'est une solution à laquelle on n'aurait pas pensé autrement? Est-ce que c'est une solution qu'on aurait trouvée en brainstorming à 17 personnes en 20 minutes? Ça, on verra. Ça y est, le chronomètre est fini. Si vous souhaitez maintenant essayer de trouver des solutions en connectant le graphe, vous le pouvez. C'est pas une obligation, mais vous pouvez maintenant essayer de, trouver des solutions aux problématiques, donc les 3, hein, qui sont: comment sauver le plus de personnes possible sur un nouveau Titanic? Comment conserver la culture entreprise lors d'une transformation d'agilité à échelle? Ou alors quels nouveaux produits, objets, services on peut développer pour avoir des plages propres?
Alors attention, hein, je vois que sur le graphe avoir des plages propres, il y a des boîtes de dialogue qui ne sont connectées à rien. Donc essayez de les connecter à quelque chose, hein, c'est forcément issu d'une réflexion au-dessus ou en dessous, hein, ça ne peut pas flotter comme ça tout seul au milieu du graphe. Donc pensez bien à mettre les connecteurs ensuite, hein, pour qu'on ait un chemin d'idées qui puisse nous permettre de recomposer l'intégralité de la solution imaginée. Hein, on doit pouvoir lire de haut en bas la solution, avec qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire et avec quoi. Donc là, si je vois, hein, par exemple, sur le Titanic, j'ai comment sauver le plus de passagers. On peut imaginer derrière improviser des choses qui flottent. Et ça tombe bien, on a quelque part mis que, hop, voilà. Vous avez mis en bas que, bah, il y a des choses qui flottent, il y a la glace qui flotte, il y a le mobilier en bois qui flotte, il y a des moyens de transport avec lesquels vous allez pouvoir faire des flotteurs. Vous avez également des canaux de sauvetage, hein, qui sont déjà dans le bateau et qui ont la capacité de flotter. Mais effectivement, pour le mobilier en bois, on peut se poser la question, est-ce que vraiment un meuble va flotter tout seul ou est-ce qu'on a besoin de cordes? Donc là, voilà, vous avez commencé à connecter les graphes, c'est très bien. Après, on va pouvoir poursuivre plus tard tout ça. Donc si maintenant, on prend un peu de recul sur ce qui a été fait. En 10 minutes, un quart d'heure, vous avez écrit, alors je peux, pas moyen de le compter avec l'outil, je vais pas m'amuser à les compter à la main, mais à vue de nez, vous avez écrit une bonne cinquantaine de post-it et donc d'idées. Est-ce que vous pensez qu'en faisant un brainstorming à 17 personnes, on aurait réussi à poser autant d'idées sur 3 sujets en même temps, sans s'écraser sur la parole les uns les autres, sans influencer les autres par notre savoir, notre compétence, notre position hiérarchique, notre personnalité? Est-ce que ça, on serait été capable de le faire si on avait utilisé la voix? Personnellement, je pense que non. Je pense qu'on n'aurait pas été capable de poser autant d'idées aussi larges que si on avait fait ça vraiment avec un brainstorming classique. Alors, effectivement, on aurait pu utiliser les post-it, hein. Cet atelier-là, je l'ai déjà fait en présentiel avec des gens. En post-it, il serait passé à peu près la même chose, hein. Vous écrivez à peu près, pour la plupart, on écrit aussi vite au clavier qu'au post-it, sur un post-it. Donc voilà, on n'aura pas été beaucoup plus vite. Ce qui aurait été un peu plus long sur les post-it, c'est peut-être de faire les connecteurs. Voilà. Et le fait que quand on est devant le tableau, physiquement devant le tableau, on peut gêner la vue ou l'accès au tableau à d'autres personnes, alors que là, sur le numérique, tout le monde y a accès sans se gêner. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait pu se passer. En physique, alors effectivement, hein, quand on fait ça physiquement, les gens vont avoir tendance à vouloir parler quand même. Et c'est tout le rôle du facilitateur, c'est de faire un peu la police là-dessus et de rappeler: «Non, on ne parle pas ensemble. Si vous avez une idée, écrivez-la. Si vous voulez challenger l'idée, écrivez-le également. Si vous n'avez pas réussi à lire ou pas compris ce que l'autre a mis sur le post-it» et ça peut arriver, dans ces cas-là, venez voir le facilitateur et il ira voir lui, la personne qui a écrit pour, essayer de déplacer le post-it, le réécrire ou de l'écrire ou comprendre qu'est-ce que la personne a voulu dire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être physiques comme en présentiel, hein. Soit vous avez un outil comme Zoom sur lequel vous avez la possibilité de couper le son à tout le monde et là, vous n'avez pas de problème. Soit vous n'avez pas cette possibilité et il faut faire en sorte que les gens respectent, bien entendu, les règles du jeu. Là, je sais pas vous, mais moi personnellement, dans mes oreilles, j'aurais pu ne pas avoir mon casque et ça n'avait rien changé sur l'ensemble de l'atelier et ça, c'est quelque chose quand on est dans un milieu bruyant ou quand on a envie tout simplement de pouvoir réfléchir sans être interrompu, quelque chose qui peut être pratique. Alors, est-ce qu'un seul facilitateur suffit pour une séance en physique? Ça va vraiment dépendre du nombre de personnes pour le coup et du nombre de sujets.
Lorsque j'ai fait ça à l'Agile France, j'étais le seul facilitateur pour 40-50 personnes. Il y avait quand même des gens qui parlaient, j'arrivais pas à être partout en même temps. Effectivement, un peu victime du succès inattendu de cette session, je me suis retrouvé tout seul là-dessus. Avoir une personne par tableau, ça aurait été plus intelligent. Maintenant, quand vous allez le faire en atelier avec des vraies problématiques, vous n'aurez probablement pas 3 ou 4 sujets en parallèle, hein. Vous allez en avoir un seul et donc un seul facilitateur, ça peut être suffisant. Maintenant, encore une fois, si vous avez un seul problème qui est, sur quelque chose d'assez gros, où vous avez invité toute l'entreprise, vous êtes 120 devant le tableau virtuel, peut-être qu'un seul animateur, ça sera pas suffisant. Alors si le tableau est physique, déjà il faudra une grande salle, hein, mais peut-être que ce sera pas suffisant. Donc ça, c'est à vous de voir. Qu'il y ait un seul facilitateur principal, oui. Qu'il y ait des assistants pour le respect des règles, ça peut être utile en fonction du nombre de personnes, effectivement, pour répondre à la question de Bao. Alors, on avait également une remarque d'Aurélie à propos des débats qui étaient engendrés suite à ce genre d'exercice. Alors, je vois pas la question, elle est où? Elle était un peu plus haut? Ouais, un À, peu plus haut. à quelle heure elle a été posée que je puisse essayer de... À 11h49. 11h49. Ah, hein? Alors, car ce sont des sujets polémiques. C'est pas une question, du coup. Si? C'était plus une remarque qu'une question. Alors oui, si c'est des sujets très polémiques, le gros avantage, c'est que là, on ne sait pas qui a écrit le post-it. Et donc, peu importe la réflexion, l'idée ou le refus de l'idée, parce que tout le monde a le droit de finalement d'autres voter ou faire un consentement systémique pour dire non, c'est pas une bonne idée, même si c'est le grand chef ou la grande chef qui l'a dit, ça n'aura pas plus de valeur, puisque du coup, le post-it, on n'écrit pas son nom dessus. Là, c'était vraiment le gros avantage, hein, c'est que du coup, peu importe la position hiérarchique, peu importe la personnalité, votre post-it a le même poids que les autres. Donc derrière, si vous faites des études, des sujets d'études par solution ou autre, vous n'avez pas besoin de savoir qui a écrit le post-it au final. Après, bien entendu, hein, s'il y a des sujets ultra polémiques sur lesquels quelqu'un va pouvoir dire non, ça, c'est pas envisageable dans notre société, bon bah là, c'est de la politique qui rentre en jeu, c'est plus vraiment l'atelier qui va pouvoir vous aider, hein. Il n'y a pas grand ateliers qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Ah ouais, 2 nouveaux messages dans le chat. Tu veux dire tuer ceux qui salissent? Non, je ne veux tuer personne et je ne veux qu'on tue personne. Non, non, le but c'est, alors effectivement sur ce genre d'atelier, on peut se poser la question, mais du coup, est-ce que toutes les idées sont bonnes? Non, bien entendu, à un moment donné, il va falloir couper certaines branches. On est sur un graphique, donc on parle de branches et de feuilles. On va pouvoir couper certaines branches en mettant un post-it de couleur rouge, en disant: «Voilà, ça, celle-là, on a décidé collectivement que ce n'était pas une piste envisageable». Donc là, si derrière c'était le grand chef qui l'a écrit, bon, bah, peut-être qu'il va pouvoir, enlever le post-it et dire: «Non, je prends la décision de continuer quand même». Mais là, encore une fois, c'est le facilitateur qui va devoir, rentrer dans son rôle de facilitateur et dire, bah, soit il a le pouvoir de faire en sorte que les gens ne changent pas ce qui a été fait, soit il l'a pas et dans ces cas-là, ça restera comme ça. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a enlevé le cadre sur le Titanic. C'est pas très grave, mais normalement, le cadre devait rester pour que ce soit plus lisible. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va pouvoir conclure. Il est 56. Comme je vous disais, l'atelier restera utilisable sur draft.io même après la séance. Si vous voulez continuer à en apprendre un peu plus, donc là je vous repartage, hein, le slide que j'avais fait. Si vous voulez recontinuer en savoir un peu plus sur le brainstorming, comment on fait pour le lire à partir de ici?
je sais pas. Bref, si vous voulez continuer à lire plus sur ça, j'ai écrit il y a quelque temps un article sur le brainstorming sur lequel vous allez retrouver également une fiche résumée que vous allez pouvoir télécharger, imprimer, coller partout dans vos bureaux si vous le souhaitez, sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, comment décider lorsqu'on a plusieurs solutions également. Je vois que Maxime l'a également mis dans le chat et vous avez également un QR code. Bref, vous l'avez partout. Qu'est-ce qui va se passer pour la vidéo? C'est qu'elle va se retrouver sur, j'imagine, YouTube, et vous pourrez la re-regarder, la diffuser, la montrer à vos collègues si vous le souhaitez, ou si vous voulez le mettre en place, vous pouvez me contacter également si vous souhaitez tester dans votre société le brainstorming ou la mise en place du brainstorming. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez tenter demain ou un autre jour cet atelier d'idéation et de résolution de problèmes et que ça vous apportera autant de bonheur et de silence que moi, ça m'a apporté jusqu'à présent. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Je vous mets dans le chat un lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre, alors il y a 5 questions, ça va très vite. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour le remplir et restez abonné à nos chaînes Twitter, LinkedIn et YouTube pour avoir toutes les infos concernant les prochains événements de ce type. Merci à tous et merci Brice. Et merci Maxime pour ce petit rappel.